bienvenue à The Human Side of Racing, une nouvelle émission sur notre chaîne YouTube que je vous appelle évidemment à rejoindre. Aujourd'hui, nous avons été inspirés par l'actualité. C'est l'arrivée de Cadillac en Formule 1 et l'arrivée aussi de Colton Herta, ce jeune pilote américain qui a décidé de sauter le pas et de venir courir en Europe, de faire le pari de rouler en F2, nous a effectivement inspiré et rappelé l'aventure que certains ont tentée par le passé. Et l'aventure de Colton Herta nous fait très fort penser à celle de Michael Andretti à l'époque, qui avait lui aussi décidé de venir en F1 alors qu'il avait une très très belle carrière en IndyCar devant lui. Et donc on va vous expliquer tout ça. Nous avons qui est Colton Herta d'abord? Colton Herta est un pilote très talentueux de 25 ans, qui a déjà 9 victoires en IndyCar, qui avait une carrière toute tracée devant lui avec des salaires mirobolants et qui malgré tout a décidé de passer en F2 dans l'espoir d'un jour arriver en Formule 1. Et donc ce n'est pas une démarche anodine, Pierre, et ça nous a inspiré le fait que beaucoup ont tenté ce pari, mais pas tous l'ont réussi. Voilà, et comme Ziv souvent fait appel à moi pour mes connaissances historiques, n'est-ce pas? Je vais remonter à la préhistoire. Parce que entre Indianapolis et l'Europe, disons, la F1 et l'IndyCar, le voyage transatlantique, il n'est pas nouveau. Absolument. Avant la guerre. Déjà avant la guerre. Avant la première guerre. Oui, bon, d'accord. Les premiers vainqueurs à Indianapolis, c'est des Français. Hein, avec des voitures françaises aussi, des Delage, des Peugeot. Mais bon, c'est évidemment anecdotique. C'est plus récent, hein, disons que dans les années 60, là on a effectivement des pilotes de F1, des pilotes installés qui font le voyage vers Indy parce que c'est très rémunérateur. Hein, Jim Clark évidemment qui gagne avec le TUS, il y a eu Graham Hill qui a gagné, il y a eu Jackie Stewart, il y a eu Connery, enfin bref, cette génération-là. Et puis à partir des années 70, et plutôt 80, c'est un peu le voyage dans l'autre sens, mais qui a été initié par celui qu'on peut considérer comme le parrain, c'est Mario Andretti évidemment, puisque Mario, il a été champion du monde de F1, mais il courait aux États-Unis en parallèle à sa carrière en F1, tout au long de sa carrière, ce qui était quand même un peu rock'n'roll par moment. Oui, bien avant ça, Pierre, parce que c'est vrai qu'il gagne les 500 miles d'Indianapolis en 1969, et il est une star aux États-Unis, il gagne très très bien sa vie, mais on sait très bien qu'il a la fibre italienne et que la Scuderia Ferrari est dans son cœur. Et en 71, il arrive chez Ferrari, il gagne le Grand Prix d'Afrique du Sud pratiquement d'emblée. Et puis il fait un peu le chemin inverse, parce que c'est très drôle, c'est qu'il refuse un volant à plein temps chez Ferrari parce qu'il prétend qu'en Formule 1, on ne gagne pas assez bien sa vie. Et Mario Andretti revient encore une fois en Formule 1 après, on le sait, chez Lotus, il obtient le titre de champion du monde, et puis encore une fois en 82, il fait encore 2 piges, une fois c'est chez Williams et puis chez Ferrari, où il décroche la pole à Monza, et c'était magnifique, et il termine sur le podium. Donc Mario Andretti a vraiment fait l'aller-retour beaucoup de fois, parce que lui, il aimait rouler 50 week-ends par année. Oui, voilà, c'était un cas particulier, c'était un chasseur de primes, comme étaient les pilotes à l'époque, surtout aux États-Unis, où il courait dans toutes les catégories. Il courait en midget, en IndyCar, en USAC, enfin, et puis en F1, pour eux, c'était normal. Mais c'est vrai que Mario, il est né en Europe. Et donc, effectivement, dans cette Italie de l'après-guerre, ils sont partis émigrer aux États-Unis, la famille Andretti, parce qu'ils étaient dans la misère. Et donc, ça, c'est quand même un parcours assez exemplaire. Et dans la foulée, façon de parler, il y a son fils Michael qui vient en F1, mais c'est plus pour faire comme papa ou pour faire plaisir à papa qu'une vraie vocation. Mais ça a été un four complet. Oui, et là aussi, il y a un parallèle un tout petit peu avec Colton Herta. C'est que Colton Herta, son papa, Brian Herta, a gagné 4 courses en IndyCar. C'est un pilote établi. Il a un fils surdoué, qui est le plus jeune poleman de l'histoire en IndyCar et le plus jeune vainqueur en IndyCar aussi. Et il l'a envoyé en Angleterre à l'âge de 15-16 ans faire de la F4 avec un certain Lando Norris. Voilà. Et donc, on sent que père et fils ont la même passion chez
chez les Andretti, c'est la même chose. Michael Andretti est un phénomène en IndyCar. Hein. Il gagne 40 courses. Il mène les 500 miles d'Indianapolis, mais plein de fois. D'ailleurs, une édition, il a 2 tours d'avance à 10 tours de la fin. Son moteur casse. Michael est un phénomène et il gagne tout ce qu'il veut, mais il a la passion transmise par Mario, ou en tout cas, Mario essaie de réaliser ses rêves avec son fils, et il se retrouve chez McLaren en 83, aux côtés de qui? En 93. 93, et il se retrouve aux côtés de qui? D'Ayrton Senna, évidemment, et là, il fait 13 Grands Prix. Il déçoit, mais il ne met pas toutes les chances de son côté, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps les allers-retours USA. Un abonnement sur Concorde. Et donc, et surtout, il prend sa femme avec lui. Oui. Ce qui était une catastrophe quand j'étais là, je m'en souviens. C'est vrai. Et sa femme n'était absolument pas adaptée au mode de vie européen. Et Michael était un peu sous la coupe de son épouse à l'époque. Et c'est une des raisons de son échec, parce que le talent, il l'avait, le coup de volant, il l'avait. Et d'ailleurs, il est débarqué après un podium à Monza, comme son père, Oui. 11 ans après son père, un truc comme ça. Et voilà, et il rentre un peu la queue entre les jambes aux States, parce que Ron Dennis en a marre et qu'il y a Mika Hakkinen qui trépigne comme réserviste à l'époque chez McLaren. Oui. Et on sait que ça a porté ses fruits, qu'il avait raison finalement, Ron. Et finalement, Michael retourne aux États-Unis et recommence à gagner. Et puis crée sa propre entreprise, sa propre écurie qui se couvre de gloire, qui gagne les 500 miles d'Indianapolis. Maintenant, avec Colton Herta, il faut quand même saluer cette démarche parce qu'elle ne manque pas de panache, elle ne manque pas de courage, parce que Colton Herta a un des salaires les plus élevés en IndyCar, on parle de 7 millions, 8 millions, il est le fils prodigue, et il décide de passer 1 an, voire 2 ans en Formule 2, parce que chez Cadillac, Bottas et Perez ont signé, on imagine mal qu'ils ont signé pour 1 an seulement. Et puis aussi parce qu'il doit marquer les points de la super licence, qu'il n'a pas tout à fait. Et c'est pour cela qu'il va en F2, parce que ça c'est aussi tout à fait anachronique. C'est qu'un gars comme Colton Herta, qui a 9 victoires en IndyCar, n'a pas sa super licence, mais ça c'est une autre histoire. Et donc il décide de passer en F2. Alors, good luck, mais ce n'est pas gagné, Pierre. Non, c'est pas gagné, mais alors tout ça participe au contexte de l'arrivée de Cadillac en F1 et de l'associé de cette aventure, c'est Dan Torres, TWG Group, qui est le propriétaire d'Andretti, qui a racheté la structure Andretti Global à Michael. Et Torres, c'est un peu le mentor, le mécène, le sponsor de Colton Herta depuis des années. Et donc, je pense que l'ambition de la F1, c'est aussi l'attraction de la F1 qui est devenue aux États-Unis énorme ces dernières années, avec l'influence de Liberty Media et puis évidemment de Netflix, Drive to Survive, et maintenant du film F1 avec Brad Pitt. Aux États-Unis, la F1 devient bankable, et donc même pour des pilotes relativement jeunes ou établis, c'est un pari. Mais évidemment, sportivement, encore faut-il être au niveau. Alors, Colton Herta, c'est certainement un pilote talentueux, on l'a vu en IndyCar, mais le niveau de l'IndyCar, franchement, on n'a pas vraiment de comparaison possible. On est curieux de voir, déjà en Formule 2, parce que la F2, ça rigole pas non plus. Pas du tout. Et c'est là qu'il va apprendre les circuits européens, les pneus Pirelli, etc., pour se préparer à la F1. Alors, il va faire beaucoup d'essais pour Cadillac, il va faire du simulateur, etc., donc on le prépare le mieux possible pour qu'il puisse être un candidat crédible à la F1, parce que la F1 a besoin d'un pilote américain comme elle avait besoin d'un constructeur américain. Oui, et ce pari, il a été gagné. Hein. Des fois, très souvent, ce pari n'a pas été gagné. On va en parler peut-être, mais parlons des succès. On se souvient très bien de Jacques Villeneuve, qui gagne les 500 miles d'Indianapolis avec le Team Green en 95, et puis tout le monde parle de Villeneuve, on a intérêt à avoir Villeneuve en Formule 1. Il signe chez Williams, il fait la pole à son premier Grand Prix, puis remporte le titre 1 an plus tard. Grand succès pour quelqu'un qui a fait ses classes en IndyCar. C'est vrai, mais les Williams survolaient la F1 à l'époque. C'est Bernie Ecclestone qui a provoqué ce transfert parce qu'il voulait un peu déforcer l'IndyCar en amenant Villeneuve en Europe. Et puis Jacques Villeneuve avait été élevé en Europe. Oui. Il a couru en F3 en Italie, puis il est allé au Japon, et c'est finalement
en Formule Atlantique et en IndyCar grâce à des sponsors canadiens ou nord-américains qu'il a pu dominer l'IndyCar à un âge assez jeune, ce qui dénote quand même un vrai talent, un vrai potentiel. Alors après, c'est vrai que chez Williams, il fait le job, hein, avec Damon Hill et puis avec Frentzen, il gagne son championnat face à Michael Schumacher quand même. Mais après, c'est vrai que l'aventure Barre fait que Villeneuve n'a plus jamais été Villeneuve par la suite et qu'on se demande, voilà, où est-ce que ça a psychologiquement déconné, parce qu'il y a un peu de ça. Il n'a vraiment plus jamais été le pilote qu'il était auparavant. Oui, c'est vrai, Villeneuve a eu une ascension particulière, c'est-à-dire qu'en Formule 3, il n'a rien fait de particulier. Mais quand il est arrivé en kart, aux États-Unis, il a marché sur tous les circuits. Et il a gagné sur des routiers, il a gagné les 500 miles d'Indianapolis. Donc, immense talent. Arrive en Formule 1, il casse la baraque. Effectivement, avec une voiture dominatrice, Newey, et puis plus rien. Et donc, c'est peut-être un sportif qui a eu son pic de quelques années et puis beaucoup moins. Un autre succès, c'est Juan Pablo Montoya, qui gagne en IndyCar, hein, le Colombien, hein, qu'on adorait voir évoluer parce qu'il était tellement agressif au volant et rapide, gagne les 500 miles d'Indianapolis, passe en Formule 1. Chez Williams, Puis chez McLaren, et devient vice-champion du monde, gagne des grands prix, puis la lune de miel est terminée en Formule 1, repasse en IndyCar et gagne à nouveau les 500 miles d'Indianapolis. et même en NASCAR. Et gagne aussi en NASCAR. Donc, un garçon polyvalent, il gagne en IMSA, il gagne les 24 heures de Daytona. Alors, dans les pilotes comme ça qui ont bénéficié aussi de la période Williams, peut-être pas toujours la meilleure, hein, puisque alors Juan Pablo, c'est plus tard, avec les moteurs BMW notamment. Mais il y a Alex Zanardi, hein, qui a dominé la scène américaine chez Ganassi pendant 2 ou 3 ans. Et là, on s'est dit, il faut le faire venir en F1, un peu comme Villeneuve, dans la foulée de Villeneuve. Donc Williams le fait, et Zanardi, c'est un fou, c'est une catastrophe. Au point que, voilà, il ne va jamais percer en F1. Il avait déjà tenté sa chance un petit peu avec Lotus en début de carrière, mais c'est quand même aux States qu'il a rencontré le succès. Et son comeback avec Williams ne marchera pas. Oui, et c'est très bizarre, hein, parce qu'il aligne les victoires en IndyCar, à l'époque c'était la carte. Hein. Il fait 15 victoires, il fait des victoires légendaires comme à Laguna Seca, et tout le monde se dit « it's the next big thing ». Et en F1, déception, il a à peine marqué des points. Effectivement, la Williams était loin d'être compétitive, mais il a eu sa chance. Archi-dominé par Frentzen. Chez Lotus, chez Jordan, il a fait illusion. Et donc Zanardi, il s'est adapté à ces voitures nord-américaines beaucoup plus lourdes qu'on pouvait pousser dans les retranchements, il y avait besoin de moins de finesse. Mais en F1, son passage n'a pas été couronné de succès. Zanardi, après, est devenu légendaire, on le sait, après son accident en IndyCar, en devenant une légende des Jeux paralympiques. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment. Alors, il y a d'autres pilotes américains, plutôt, qui ont tenté leur chance en Europe, pour des raisons différentes de Michael Andretti ou maintenant de Colton Herta. Moi, je pense à Eddie Cheever et à Danny Sullivan. Oui. Alors, Danny Sullivan, lui, c'est vraiment le pilote américain. C'est Hollywood Danny, comme on dit, de Kentucky Kid. Hein, beau gosse. Beau gosse, les Ray-Ban, mais avec la vocation, la volonté de réussir en Europe. Oui. Moi, j'ai connu Danny en F3, en Angleterre, mangeant de la vache enragée, vraiment. Hein. Il a vécu à Bruxelles, d'ailleurs, à un certain moment. Un petit peu à Bruxelles, et puis en F2, et vraiment, il ramait. Et puis, il y a un mécène qui lui a payé un volant chez Tyrrell, et il a fait une saison, une seule, en F1 chez Tyrrell. Il n'a pas cassé la baraque avec Michele Alboreto dans l'autre voiture, mais il a quand même marqué un point ou deux. Oui, il a terminé 5e à Monaco. Il a fait illusion lors de la Race of Champions, oui, il a fait deuxième où il termine 2e sous la pluie derrière Keke Rosberg, mais bon, avec un plateau un peu déforcé. Mais il a tenu son rang, mais il n'a pas vu le jour par rapport à Michele Alboreto. Et puis il est reparti. Et c'est Benetton qui le voulait. Ouais, hein, ouais. C'est ça. Oui, parce que Benetton, aux États-Unis, cherchait un pilote Et il américain. repart aux États-Unis. Et puis voilà, le voyage transatlantique repart dans l'autre sens, où il va courir en Can-Am, en IndyCar, chez Penske, il gagne les 500 miles. Enfin voilà, Danny Sullivan, c'est une méga star aux States. D'ailleurs, en 85, quand il gagne les 500 miles d'Indianapolis, c'était assez extraordinaire parce qu'il fait, en tentant un dépassement, il fait un 360, il ne touche
pas le mur, miracle, et il finit par gagner. Donc, Il gagne la course avec des pneus carrés. donc Danny Sullivan a écrit sa légende avec un 360 degrés. Mais comme on l'appelait Hollywood Danny, il a même été star dans des feuilletons télé, etc. On l'a vu dans Miami Vice, par exemple, Ouais. qui à l'époque était très, très chaud. Alors, autre exemple, c'est Eddie Cheever, parce que Eddie Cheever, lui, un peu à l'instar plutôt de Mario, Eddie Cheever, il était américain de naissance, certes, mais il a été élevé à Rome. Donc, il a vécu en Italie. Il a été à l'école du karting dans les années 70 en Italie, donc avec De Angelis, Patrese, enfin c'était vraiment un niveau très très élevé. Ils ont tous été en F1, Eddie y compris, mais en F1 il n'a jamais vraiment fait étalage d'une classe suffisante. Il a pourtant eu des très beaux volants. Hein. Il faut dire à sa décharge qu'il était très grand de stature. À l'époque, les cockpits étaient faits pour des jockeys. Hein. On se souvient de Lafitte et de Prost, etc. Et donc, il ne s'est jamais senti vraiment super à l'aise dans la Renault quand il a eu un top volant. Mais d'un autre côté, il a admis lui-même, il n'était pas du calibre de Prost et qui il était dans le fond. Surtout en taille. Avec Prost. En talent aussi. mais il a été chez Ligier, il a eu le volant après Alfa Romeo. Et après, il tente sa chance aux États-Unis. Il a été chez Arrows, et finalement... il fait quelques podiums, hein, quand même. Oui, constat d'échec quand même. Finalement, après 10 ans de F1, il retourne aux États-Unis, et là, il court en IndyCar, sans grand succès, sauf en IRL, dans la partie où l'IndyCar est un peu plus faiblard. Il monte son propre team, il gagne les 500 miles quand même. Eddie Cheever. Et voilà. Et puis c'est devenu un entrepreneur de la course. Il avait son team et il a finalement racheté Coyote, qui est la marque historique de la famille Foyt, pour faire les Daytona prototypes, etc. Enfin bref. Un autre exemple, mais furtif, c'est que Bobby Rahal, qui est une légende aux États-Unis, a fait le début de sa carrière en Europe, en Formule 3, en Formule 2, on se souvient, il roulait sur des chevrons, et puis sur les premières Dallara aussi. La première Dallara en F3, absolument. Et a eu la chance de faire 2 grands prix, le Grand Prix des États-Unis et le Grand Prix du Canada, sur une Wolf. À ce propos, à un certain moment, donc, pendant les essais, il détruit sa voiture, mais heureusement, en ville, dans le showroom d'un des concessionnaires, il y a un ancien châssis Wolf, et ils vont le chercher. Une show car qui devient un show car, et donc il fait 2 grands prix, Bobby Rahal. Mais il est passé à côté quand même. Il passe à côté. Mais au moins, il a tenté le coup. Voilà. Il a tenté le coup. Mais quelle carrière après en IndyCar. Voilà, parce que non seulement il gagne les 500 miles d'Indianapolis, mais il crée sa propre entreprise. Sa structure qui est toujours là. Rahal, Lanigan Racing avec son fils, Graham Rahal. Juste pour finir la génération Bobby Rahal, il y en a quelques-uns qui ont tenté leur chance en F1, mais qui n'étaient pas vraiment convaincus. Je pense à Alun Sayre Jr., à Rick Mears, à Willie T. Reeves, le premier pilote noir, à Paul Tracy, le Canadien. La F1 a essayé de les attirer, ils ont fait des essais, ça n'a jamais été vraiment probant, et ils gagnaient tellement bien leur vie aux États-Unis que le sacrifice culturel de venir vivre en Europe, ils n'ont pas voulu. Oui, c'était vraiment une question de culture, parce que Rick Mears, apparemment, a fait des essais assez prometteurs sur une Brabham. Et puis Bernie lui a proposé un volant, et puis il a dit non merci, tout compte fait, je n'ai pas vraiment envie. Même chose pour Paul Tracy, il a fait un test chez Benetton. Il semblerait qu'il a fait des temps assez probants, en tout cas c'est la légende. Et là aussi, il a préféré s'abstenir. C'est vraiment qu'on n'avait pas vraiment la fibre de la F1 et une immense carrière aux États-Unis à faire. Hein. Alors, les Français en IndyCar, parce qu'il n'y a pas que les pionniers avant la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi, évidemment, dans une période plus récente, des gens comme Sébastien Bourdet ou Romain Grosjean. Alors, Bourdet, je me souviens, parce qu'il avait gagné en 3000, il n'avait pas de volant en F1, c'est Bernard Caillé qui le convainc de tenter sa chance et qui obtient un test chez Newman Haas aux États-Unis, et on sait ce qui en a suivi, parce que Sébastien a pu courir pendant des années et dominer la scène du Champ Car pendant 4 ans. 4 titres consécutifs. Alors le niveau du Champ Car, qui était deuxième. Pour Bourdet, mais de toutes les façons, il l'a fait. Ouais. Et c'est un grand passionné, Bourdet, parce d'abord il a fait de la F1, mais il était aux côtés de Vettel
il n'a pas pu vraiment se montrer. C'est parce qu'il a gagné les 4 titres en Champ Car qu'il a été rappelé en F1. Hein. Oui. C'est Gerhard Berger qui, à l'époque, avait hérité de Toro Rosso et qui a insisté pour essayer les 2 Sébastien, Vettel et Bourdais. Mais la comparaison a été plutôt favorable à Vettel. Oui, et maintenant, donc, bon, il a une très belle carrière, Bourdet, il est pilote professionnel, et son rêve, c'est de s'imposer au Mans, parce que il est de la région. Il est manceau, absolument. Et donc, il a déjà terminé 3 fois deuxième. Il aimerait bien accrocher cette victoire, et on le lui souhaite, évidemment. Il est chez Cadillac en F1. Et Romain Grosjean, bon, franco-suisse, français, bon, francophone. Bon, Grosjean, 10 podiums en Formule 1. On connaît sa carrière faite de vitesse, mais aussi de beaucoup d'accidents, etc. Passe en IndyCar et montre de belles dispositions lors de sa première saison chez Dale Coyne. On se dit, tiens, il y a un gros potentiel. Mais après, pendant 3 saisons chez Andretti, puis chez Juncos, pas la moindre victoire. Donc finalement, pour quelqu'un qui a brillé en Formule 1, 10 podiums, pas de victoire en IndyCar, oui. C'est un peu décevant. Donc on peut s'interroger quand on dit le niveau de l'IndyCar, c'est très difficile de l'évaluer, et l'échec de Grosjean, avec des guillemets, en est une illustration. Et puis bon, il y a d'autres pilotes américains, Alex Rossi qui est venu un petit peu en F1, mais qui n'a pas vraiment je pense à un qui a fait quand même, qui a marqué l'histoire. On a failli l'oublier, c'est Dan Gurney. Et Dan Gurney, oui, il a fait des allers-retours, il a fait de la Formule 1, il s'est imposé en Formule 1, il s'est imposé un peu sur tous les circuits, dont les 24 heures du Mans. Big Dan, comme on l'appelle, légendaire. Lui, il a fait l'unanimité des 2 côtés de l'Atlantique. Alors, Gurney, c'est vrai, mais Gurney était un pilote très doué, le rival le plus important de Clark, disait Clark lui-même à l'époque. Mais Gurney était plutôt un road racer, c'est-à-dire que ce n'était pas un pilote américain dans le sens... Il n'avait pas la culture des pistes ovales d'Indianapolis, etc. Certes, il a fini par y aller parce que c'était le mouvement à l'époque. Mais Dan Gurney a surtout couru en endurance, et il a été chez Ferrari en F1 très jeune. Et puis il a fait sa propre Formule 1, la magnifique Eagle, qui a gagné à Spa en 67. Enfin bon. Mais ce n'était pas un pilote américain dans le sens... Gurney-Foy, il y avait un pilote formé... californien, formé plutôt dans l'esprit européen que Foyt, évidemment, qui était le cowboy texan. Et puis bon, voilà, maintenant on arrive à Colton Herta, Alex Palou. Il a été question que le champion IndyCar actuel aille en F1. Finalement, je pense que le rendez-vous est manqué parce qu'il y a quand même eu... Il a testé la McLaren, il y a eu un conflit juridique entre McLaren et Ganassi. Enfin, et Palou aujourd'hui gagne tout, donc en F1, il a beaucoup à perdre et ce serait un très gros risque. Alors que Colton Herta, il est encore jeune et il est américain, d'abord au contraire de Palou, et lui, il n'a rien à perdre en gros, parce qu'il va aller en F2, alors il va peut-être se ramasser, mais il est pilote d'essai réserviste chez Cadillac. C'est le pilote américain de la F1. Bon, alors s'il se plante, il va retourner aux États-Unis et il va de nouveau retrouver son niveau et son modeste salaire. Oui, alors bravo Colton Herta, nous on applaudit cette démarche, vraiment, c'est la démarche d'un passionné. Maintenant on va observer ça avec attention. Si tu parles de Dan Gurney, mais on a oublié certains qui ont quand même tenté leur chance outre-Atlantique, c'est... Nigel Mansell, quand même, qui gagne le championnat et qui impressionne au moment où il saute en F1. Emerson Fittipaldi. Bien sûr, lui aussi gagné 2 fois Indianapolis. Nelson Piquet qui va malheureusement se fracasser les jambes, parce que le danger des pistes ovales aussi, c'est ce qui a souvent retenu les grandes stars de la F1 d'aller courir de façon récurrente aux États-Unis. Oui, et c'est pour ça que très peu de pilotes ont réussi, enfin, il y en a qu'un qui a réussi, c'est Graham Hill, la triple couronne de s'imposer à Monaco, de s'imposer à Indianapolis et de s'imposer au Mans. Le dernier qui a essayé, c'est Fernando Alonso, voilà, qui a à Indy quand même. Pratiquement, qui a failli réussir, mais qui n'a pas réussi. Et donc là, je vous renvoie à notre émission qui en parle de cette triple couronne. Découvrez notre chaîne YouTube. Sur Facebook, nous avons déjà 21 000 followers sur la chaîne YouTube.
Je vous invite à y aller et à vous abonner parce qu'on démarre. J'espère qu'on vous a intéressé et à la prochaine.